Le 22 mai 1971, Césaire, alors député-maire de Fort-de-France, inaugurait la place du 22 mai à Trenel en ces termes. Schellcher, philanthrope français, libérateur des Noirs. J'imagine cette définition de quelques dictionnaires qui eût comblé d'aise gouvernement et préfet. Et en effet, cette phrase résume assez bien le Schellcher officiel, plus exactement le Schellcher du schellcherisme officiel. Car vous le savez, depuis quelque temps, et pour faire pièce au parti de gauche qui avait été déterré Schellcher du grenier poussiéreux, où l'avaient relégué les princes de la Troisième et de la Quatrième République, les officiels de la Cinquième République, véritables imposteurs, sont repartis à la conquête de Schellcher et fêtent Schellcher à leur manière, c'est-à-dire sans le peuple bien sûr, mais avec préfets, généraux et amiraux. Eh bien, ce Schellcher, ce n'est pas le nôtre, et je dois à la vérité de dire qu'il n'a avec le vrai Schellcher qu'un rapport très lointain. Quant au vrai Schellcher, si nous pouvions l'interroger aujourd'hui sur son vrai rôle dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage, je m'imagine assez bien sa réponse. Et que, sans renier son action, sans taire les épisodes de son combat, il se fut bien gardé de passer sous silence le rôle de ces combattants de l'ombre et de la nuit que furent les nègres marrons et les insurgés nègres. C'est Schellcher lui-même qui le note. Écoutons Schellcher. Il ne s'écoule jamais 10 années sans que les Noirs ne protestent par quelque violence contre l'État où on les maintient. Voyez à la Martinique seule et sans remonter plus haut que 1811. En 1811, révolte. En 1822, révolte. En 1823, révolte. En 1831, révolte. La conjuration générale, elle éclate au cri de la liberté ou la mort. En 30 ans, 5 insurrections nègres. Eh bien, ces chiffres ne constituent pas une banale statistique, de nature à satisfaire les esprits curieux d'histoire. Ils établissent, au contraire, un point capital à notre débat et illustrent une vérité philosophique et sociologique fondamentale. Cette vérité, je pourrais en demander la formulation à Karl Marx ou à Lénine. Pour la circonstance, j'aime mieux la demander à Victor Schellcher. Écoutons donc Victor Schellcher. Depuis qu'il y a eu réunion d'hommes, les opprimés n'ont jamais rien obtenu des oppresseurs que par la force. Et si chaque pas dans la carrière de la liberté du monde est marqué de sang, c'est une nécessité qu'il faut reconnaître avec moi, mais dont on ne peut accuser que l'impuissance ou la méchanceté providentielle. Mais alors, me direz-vous 1848 ? 1848 n'a-t-elle pas constitué la divine surprise, la divine exception à cette loi d'airain et de sang? Et parler de 1848, n'est-ce pas précisément évoquer une époque particulièrement faste, où par un bonheur inouï, les hommes de conscience auraient, réveillant toute une nation à la beauté des sentiments altruistes, obtenu d'elle l'abrogation d'un régime colonial inique, ce qui aurait dispensé notre peuple d'une action violente et épargné à la société martiniquaise un bain de sang? Eh bien, non. Dans l'histoire coloniale, il n'y a place ni pour l'idylle, ni pour le bucolique, ni pour les nuits du 4 août, ni pour les vaines amourettes. Et Schellcher a raison de dire et de penser que, même dans le meilleur des cas, c'est encore et toujours la violence qui est l'accoucheuse de l'histoire. Et c'est pourquoi, malgré le décret du 4 mars 1848, malgré le décret du 27 avril 1848,
il fallait quand même qu'il y eût un 22 mai 1848. On connaît les faits. En février 1848, une révolution éclate à Paris qui renverse la monarchie de Louis-Philippe. Un gouvernement provisoire est formé dans lequel rentre Victor Schœlcher et un des premiers actes du gouvernement ainsi formé est de décider la constitution d'une commission ad hoc pour préparer l'abolition de l'esclavage. Cela, c'est le décret du 4 mars 1848. La commission se met au travail et, le 27 avril, toujours à l'instigation de Schœlcher, obtient du gouvernement qu'il publie un second décret. C'est le décret du 27 avril, lequel stipule en son article 1er: l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, 2 mois après la promulgation de présent décret dans chacune d'elles. Alors me direz-vous, tout était joué? Eh bien non, tout n'était pas joué. Encore 2 mois à attendre. Que dis-je? 3 mois, peut-être 4. Calculez bien. Le temps que le décret arrive aux colonies et soit promulgué, il faut 1 mois. Donc, cela nous amène à la fin de mai ou à début juin. 2 mois après, cela nous amène au mois d'août. Et c'est bien ce que voulaient les planteurs. Ils s'en cachaient à peine. Il y avait une récolte à enlever et il fallait obtenir de la main-d'œuvre servile un dernier service. Tel était le calcul. Schœlcher n'en fait pas mystère. Tous les planteurs réunis à Paris, écrit-il, suppliaient la commission de reculer au moins l'abolition définitive jusqu'au mois de juillet pour laisser, disait-il, à la récolte le temps de s'achever. Attendre juillet, attendre août, et puis qui sait si à la faveur des événements, on ne pourra revenir sous la mesure d'émancipation prise dans un moment d'euphorie ou d'affolement général. Il faut croire que ce n'était pas mal raisonné, puisque dès mai 1848, la République passe à la réaction. Et vous connaissez les terribles massacres d'ouvriers qui furent perpétrés par le général Cavaignac et qui firent des journées de juin 1848 à Paris une manière de répétition générale des massacres de la semaine sanglante qui marquèrent la fin de la Commune de Paris quelques 23 ans plus tard. Et alors, il est permis de se demander, dans de telles circonstances, et dans une telle ambiance de réaction forcenée que fut devenue la loi d'émancipation. Pour ma part, j'ai de bonnes raisons de croire qu'elle aurait été tenue pour lettre morte, sinon purement et simplement abrogée. Voilà qui suffit à légitimer l'entrée en scène de nos ancêtres, une scène sous laquelle ils n'avaient pas été invités en mai 1848. Spontanéité des masses? Non pas, mais sur instinct révolutionnaire. Quoi qu'il en soit, dès le décret du 27 avril, une pluie de conseils s'abat sur les malheureux esclaves. Ils avaient attendu 2 siècles. Et tous ces conseils rendaient le même son, répétaient jusqu'à satiété le même leitmotiv. Il faut attendre, il faut patienter. Patienter, leur avait dit le ministre Arago. Patienter, leur répétait Périnon en termes, il faut bien le dire, assez niais. Aux Noirs, nous recommandons la confiance dans les Blancs. À ceux-ci, la confiance dans les Noirs. À toutes les classes, la confiance dans le gouvernement. Patience, espérance, union, ordre et travail, c'est ce que je vous recommande. Patience enfin, insistait l'inénarrable Husson, directeur de l'intérieur à la Martinique. Vous avez bien appris la bonne nouvelle qui vient d'arriver de France. Elle est bien vraie, la liberté va venir. Ce sont de bons maîtres qui l'ont demandé pour vous.
Mais il faut que la République ait le temps de faire la loi de liberté. Ainsi, rien n'est changé jusqu'à présent. Vous demeurez esclaves jusqu'à la promulgation de la loi. Mes amis, ayez confiance et patience. Mais les nègres de la Martinique en décidèrent autrement. Ils avaient attendu 2 siècles. Ils jurèrent de ne pas attendre une seconde de plus. Et le 22 mai, ce fut l'insurrection. Le 22 mai 1848 à Saint-Pierre, la population esclave se soulève, occupe la ville, incendie l'habitation des Abailles, livre de sanglants combats au cours desquels 35 personnes trouvent la mort. Le gouverneur Rostolan cette fois-ci comprend, et ce fut l'arrêté du 23 mai 1848. Article 1er. L'esclavage est aboli à partir de ce jour à la Martinique. Eh bien, Martiniquaises et Martiniquais, voilà l'événement que nous célébrons aujourd'hui et que commémore la statue émouvante de René Corail. Une liberté non pas octroyée, mais arrachée de haute lutte. Une émancipation non pas concédée, mais conquise, et qui enseigne à tous, et d'abord aux Martiniquais eux-mêmes, que s'il est vrai que la Martinique est une poussière, il y a cependant des poussières habitées par des hommes qui méritent pleinement le nom d'hommes. Et cette assurance, voyez-vous, est de celle qui nous autorise à regarder le présent avec plus de fermeté et à toiser l'avenir avec plus d'insolence. Et maintenant, regardez la statue de René Corail. C'est une femme, une négresse, peut-être la Martinique qui, soutenant son enfant blessé d'une main, peut-être son enfant mort, brandit de l'autre main une arme. Elle ne pleure pas, elle se bat. Regardez et souvenez-vous des autres statues de la liberté que vous avez vues et qui commémorent le même événement. Rappelez-vous la statue de Schellcher qui est devant le palais de justice de Fort-de-France. C'est une jeune fille dont les chaînes viennent de tomber et qui envoie un baiser de reconnaissance à son libérateur, Victor Schellcher, lequel, d'une main, l'enveloppe d'un grand geste paternel plein de bonté, et de l'autre lui montre le chemin. L'œuvre est assez belle, mais retenez l'inspiration. C'est l'œuvre d'un blanc. Et puis, il y a une autre statue. C'est un bronze d'assez belle facture qui appartient à la mairie de Fort-de-France. Elle représente un nègre tordu de douleur dont la France, en un geste violent, vient de rompre les fers dont elle brandit victorieusement les morceaux. Œuvre déclamatoire, peut-être, mais qui n'est pas sans puissance. Mais ici encore, retenez l'inspiration. C'est l'œuvre d'un blanc et qui, à sa manière, est à la gloire du blanc libérateur. Et puis maintenant, comparez la statue de René Corail, artiste martiniquais. Ici, le nègre n'est plus l'objet, il est le sujet. Il ne reçoit plus la liberté, il la prend, et on nous le montre la prenant. Une grande négresse, l'arme à la main, maniant son arme comme ses ancêtres la saguaient. Eh bien, cela, c'est la vision martiniquaise de la libération des nègres. Et seul un nègre pouvait la voir. Et c'est parce que René Corail l'a rendu, cette vision, avec fougue et éclat, que je salue en lui un grand artiste nègre et un grand sculpteur antillais. Martiniquaises et Martiniquais, nous n'avons guère à la municipalité de Fort-de-France l'habitude des inaugurations. Eût-il fallu en faire? Il aurait fallu les multiplier et souhaitez-vous prendre beaucoup de votre temps et de votre attention. C'est pourquoi je profite de l'inauguration de la statue de René Corail pour porter à votre connaissance 2 décisions de votre conseil municipal. 2 décisions, comme la loi le veut, prendront effet dans une quinzaine de jours.
La première est de donner à la place sur laquelle nous sommes aujourd'hui le nom de place du 22 mai. La dernière est, et je vous demande d'y faire attention, de donner à une rue qui aboutit à cette place, en venant de Trinelle, le nom de Gérard Nouvet, le jeune lycéen, martyr, qui est tombé sous les balles et sous la grenade de la police lors du voyage de Mesmer. Quel rapport me direz-vous avec le 22 mai 1848? Quel rapport avec Victor Schœlcher? Eh bien, je le dis tout net. Gérard Nouvet prend désormais place dans le long martyrologue de notre peuple, à côté des Martiniquais et des Martiniquaises tombées au cours des siècles, victimes du colonialisme et du sadisme policier. Et comme pour le venger, il y a toute une jeunesse. Il y a pour accuser les bourreaux, aujourd'hui comme hier, la voix de Victor Schœlcher. Écoutons-le une fois de plus. Envers les masses, comme envers les individus, la meilleure voie pour gagner les cœurs est la persuasion. De la blessure d'une baïonnette gouvernementale jaillit une source de vengeance, honte et malédiction à ceux qui l'oublient. Puis se taira d'entendre, puis se taira de comprendre. Martiniquaises et Martiniquaises, nous voilà donc devant cette statue de la liberté martiniquaise. Voyez où elle est placée, au confluent de 3 rues, au bout de la rue Jean-Jacques Rousseau, au bout du boulevard Patrice Lumumba, au bout de la rue Gérard Nouvet. 3 rues, 3 symboles. Jean-Jacques Rousseau, la pensée révolutionnaire. Patrice Lumumba, l'action révolutionnaire anticolonialiste. Gérard Nouvet, la jeunesse martyre, victime des exactions colonialistes. Et c'est vrai, toutes ces voix, la pensée honnête, donc révolutionnaire, l'action courageuse, le martyre innocent, résument toute la souffrance innocente d'un peuple. Tout cela mène à un même point, la liberté martiniquaise. C'est donc en cette place, en ce point de convergence, qu'il convient plus que jamais de crier, en ce 22 mai 1971, avec toute notre foi et toute notre certitude, vive la Martinique! Aimé Césaire par Édouard Delépine. Aimé Césaire, écrit politique, 1957-1971, nouvelles éditions Jean-Michel Place, 2016.